la voix de ma conscience et j'ai répondu à l'appel du devoir. Et avec d'autres compatriotes, j'ai veillé à ce que la conférence nationale se tienne dans la paix et la fraternité retrouvée. La tâche n'était pas facile et la tentation grande de céder au découragement et au népotisme. Nous avons pourtant réussi à mener à bon terme le régime de transition dirigé par le Premier ministre André Milongo. Aujourd'hui, la situation est autrement plus grave. De l'étranger où j'étais, j'ai entendu l'appel du peuple. Ce peuple à majorité jeune qui aspire à un avenir meilleur, que lui refuse ce régime qui le repousse à son dernier retranchement, ne lui laissant que le choix de la révolte à laquelle le pouvoir répond par la violence et l'arbitraire. Notre pays a renoué avec les pratiques que nous avions décriées à la conférence nationale souveraine. Une gouvernance caractérisée par la violence physique et morale, l'appropriation des richesses nationales par un groupe restreint de compatriotes au mépris de l'intérêt général, ne laissant à la majorité du peuple que le choix entre la résignation et la violence. Le retour insidieux à la pensée unique, le chantage à l'égard des cadres, la marginalisation d'un très grand nombre de compatriotes les poussent à l'exil, privant la nation de cadres de grande valeur, alors que le favoritisme et le népotisme deviennent les critères de référence aux fonctions de responsabilité de l'État. Même les opérateurs économiques sont soumis à ces mêmes maltraitances, les obligeant de ravaler l'éthique de leur profession pour faire allégeance à ce régime s'ils veulent prospérer. Et pourtant, notre pays est riche en ressources naturelles et les agrégats économiques de ces 10 dernières années nous présentent comme un pays bénéficiant d'importants revenus. La gestion hasardeuse de notre économie et le système bancaire non intégré dans une politique publique cohérente présentent l'économie congolaise dans un désordre tel que le fort taux de croissance des agrégats économiques présentés dans les documents officiels ne correspondent pas au niveau réel de notre économie. Les recettes de l'État augmentent proportionnellement à l'enrichissement personnel d'une classe au pouvoir, alors que parallèlement, le niveau de pauvreté des larges couches sociales atteint des dimensions inquiétantes. Il s'ensuit une fracture sociale que seul le retour à la morale, l'éthique et l'amour du pays pourront corriger. Mes chers compatriotes, devant un tel constat, l'homme du devoir que je suis et que je n'ai cessé d'être ne saurait se dérober. C'est pour répondre au défi de réconcilier notre peuple, de redresser notre économie, de restaurer la morale et l'éthique à tous les niveaux de l'État, mais aussi de remettre de l'ordre dans notre armée, police et gendarmerie, que je suis candidat à cette élection présidentielle. Nous allons tous ensemble corriger tous ces dérapages, apaiser, rassurer, rassembler, tel est mon credo. L'état de la nation hérité du long règne d'un régime dont les signes annonciateurs de la fin sont patents commande de révisiter notre société et la mémoire collective afin de trouver les ressorts éthiques et moraux d'une nouvelle gouvernance efficace et apaisée. C'est ainsi que dans les 3 mois qui suivront l'élection présidentielle, nous convoquerons les États généraux de la nation, qui ne seront pas une nouvelle conférence nationale. Il s'agira, sur des questions précises et préalablement arrêtées, de permettre au peuple de se prononcer sur base d'éclairages pertinents de sa chambre
afin qu'un cahier de charges soit dégagé à l'attention du gouvernement. Ces questions pourraient intéresser par exemple la question de la Constitution, les nombreux contentieux politiques et les modalités de leur réparation, les questions de l'enrichissement sans cause et du retour au patrimoine de l'État, les questions de réhabilitation et de révision des carrières, la reconfiguration des partis politiques, la reconfiguration territoriale afin de permettre une décentralisation judicieuse et efficace. Mes chers compatriotes, je suis candidat pour fixer les fondements de cette République apaisée qui doit reposer sur un pacte républicain dont les principes de base seront l'exemplarité du chef de l'État, des ministres et des hauts fonctionnaires de l'État à leurs différents niveaux de responsabilité. Le chef doit s'imposer par l'exemple. Il est le modèle sur lequel ses collaborateurs tireront leur propre comportement. Un chef paresseux, tribaliste et voleur ne peut donner le bon exemple à ses collaborateurs. Mon programme politique pour cette période que je considère comme une transition réparatrice face aux dégâts observés s'articule sur les points ci-après. Au plan économique, le fleuve Congo devra retrouver sa vocation première de voie d'accès à nos localités riveraines, mais aussi à un commerce sous-régional. Pour ce faire, le dragage du fleuve doit se faire de façon régulière comme naguère, afin de permettre une meilleure navigation. La route rail Pointe-Noire-Brazzaville-Kinshasa devra se réaliser en tenant compte des besoins de développement des localités traversées par ce trajet stratégique. Nous devons restituer à notre pays sa vocation de pays de transit en restructurant le réseau routier intra- et extra-national. Les zones économiques spéciales, qui sont une stratégie de développement économique avérée dans les pays émergents, devront cesser d'être un simple slogan ou un moyen dispendieux d'évasion des deniers de l'État. Le secteur bancaire doit être structuré en tenant compte des besoins de création d'un secteur privé national et dynamique et de l'emploi. S'agissant de la fonction publique et les retraites des fonctionnaires, la fonction publique devra être gérée de manière rationnelle, conformément aux textes en vigueur qui conçoivent chaque filière comme un établissement avec leur statut particulier tenant compte de sa spécificité. L'édiction régulière d'un tableau de bord de la fonction publique réalisé en lien avec le ministère du Budget et les caisses de retraite permettra une meilleure gestion au quotidien des carrières, des mises en disponibilité et des retraites, afin que les procédures de gestion des carrières ainsi que les retraites cessent d'être le fait des usagers, mais de l'ordre de la responsabilité de l'État. De telles procédures allégeront les difficultés des agents retraités quant à la constitution de leur dossier et le recouvrement de leurs droits à pension. S'agissant de l'éducation, le niveau de la scolarité de base jusqu'au lycée, l'école publique est en principe le moyen le plus efficace de former le citoyen de demain dans l'équité, la justice sociale et le respect des politiques publiques. Ainsi, l'école publique est le principe, l'école privée n'étant que l'exception. Le système scolaire actuel ne fait que renforcer les clivages sociopolitiques et économiques provoqués par la malgouvernance de l'État. Nous devons mettre en place une politique publique en matière scolaire qui reposera sur 3 axes. La décentralisation territoriale, la densité des populations scolarisables et l'amélioration des conditions d'études par la multiplication des internats scolaires.
Le principe de la scolarité obligatoire jusqu'en classe de 3e doit être strictement respecté. Les entités territoriales de base devront comporter au moins le cycle scolaire de base jusqu'en classe de CM2. Les collèges et lycées seront érigés en fonction de la densité de la population scolaire. Le principe de l'internat au lycée permettra une meilleure préparation de l'élève à accéder à l'université et aux écoles supérieures. Le statut de personnel enseignant seront revus afin d'intégrer les dispositions incitatives à ces vocations. Les écoles privées doivent constituer, ainsi que je l'ai dit, une exception soumise à des contrôles et qualités. S'agissant du niveau d'enseignement supérieur et universitaire, la modernisation de l'université Marien Ngouabi doit être poursuivie afin d'atteindre un ratio normal entre enseignants, salles de classe, bibliothèques et structures d'hébergement des étudiants. L'autre université en cours de construction devra également être prise en compte, mais orientée vers les formations plus pointues. Une autre université publique devra être ouverte dans la ville de Pointe-Noire et une autre dans la partie nord du pays, normalement dans la ville de Ouesso. S'agissant de la santé publique, la politique de santé publique reposera, comme celle de l'enseignement de base, sur le principe de la décentralisation en ce qui concerne les structures de base et la prise en compte de la densité de population en ce qui concerne les hôpitaux. Une politique d'incitation aux métiers de santé publique sera mise en place pour permettre un meilleur maillage territorial de ces personnels. Les médecins sortis des écoles de formation devront respecter l'obligation décennale de service public. Le statut des personnels de santé sera revu afin d'y intégrer des bénéfices incitatifs. Les cliniques, pharmacies et autres structures paramédicaux seront soumises à un contrôle rigoureux. Les maladies encadrées par les politiques publiques, sida et autres, feront l'objet d'une attention particulière. S'agissant enfin de la force publique, la force publique, armée, gendarmerie et police est l'auxiliaire nécessaire de l'état de droit. Par conséquent, elle doit inspirer confiance par l'exemplarité, le principe de la dissuasion plutôt que la répression systématique. Vu l'état de cette force, victime de mauvaises politiques de recrutement, de gestion de carrière et l'usage qu'en ont fait les politiques, un reformatage de ce domaine important de l'État s'avère nécessaire. Nous convoquerons les États généraux de la force publique pour ensemble, tenant compte des États généraux de la nation déjà convoqués, de voir comment restructurer, rétablir la discipline, reconstituer les carrières, reconvertir des agents, intégrer l'armée aux missions du développement du pays. Mes chers compatriotes, tels sont les grands axes de la politique que j'entends mettre en œuvre pour sortir notre pays de cette situation actuelle. La tâche sera rude et nécessite un homme d'expérience et de caractère, aimant notre pays et nos concitoyens. Croyez-moi, je suis cet homme. Mon parcours professionnel et l'expérience de la vie m'ont souvent placé devant des situations difficiles et je ne me suis jamais dérobé. Militaire de ma formation, j'ai été confronté à des situations complexes. Je sais gérer des situations de crise et surtout, j'ai toujours préféré éviter des guerres plutôt que de les gagner. Car une guerre se gagne toujours avec les larmes et le sang des autres. Éviter les guerres nécessite plus d'aptitude et d'amour du prochain que de les faire et de régner par la peur, l'intimidation et la corruption.
Mes chers compatriotes, j'ai besoin de vos suffrages pour gagner la paix et la justice sociale afin de nous garantir une République plus juste, fraternelle et équitable. Ne nous laissons pas voler notre victoire et qui est certaine. Je vous remercie.